Bonjour tout le monde. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce midi-conférence sur la fiscalité et la famille. C'est l'édition 2023. Cette étude, dans le fond, on va faire le point là, sur les 25 ans d'évolution de la politique familiale au Québec. Je signale que c'est donc un travail d'équipe et que ce travail-là a été fait, comme on peut le voir, avec Suzy Saint-Cerny et Michael Robert-Anger. Alors, Suzy va faire la présentation avec moi. Michael va rester sur la touche, mais on va recourir à ses services si jamais il y a des questions un peu trop difficiles pour nous. Donc, on le met en réserve. Donc, sans plus tarder, dans le fond, je vais débuter tranquillement la présentation. Ah, puis peut-être je peux vous dire aussi que si vous avez des questions, gênez-vous pas à les mettre dans la conversation. On va se tenter justement de les regarder au fur et à mesure et d'y répondre à la fin autant que faire se peut. Alors, pour débuter un peu de mise en situation, il faut souligner que la politique familiale du Québec a été présentée en 97. Elle a donc 25 ans en ce début d'année 2000. Elle a eu 25 ans. Et dans le fond, c'est ce qu'on va, on va partir de là pour faire certains de nos constats. Notez le titre de cette politique familiale qui a été présentée il y a 25 ans, Les enfants au cœur de nos choix. Donc, on va voir si ça a vraiment été le cas. Et il y a 15 ans, Suzy et moi, on publiait un livre aux presses de l'Université Laval où on disait le Québec, un paradis pour les familles, puis notez le point d'interrogation. Donc, on voulait faire justement regarder les diverses interactions entre la famille et la fiscalité. Et depuis, bien, on a fait une mise à jour de ça, de nos résultats en 2018. On reprend encore aujourd'hui une autre mise à jour en 2023 pour voir comment a évolué, dans le fond, certaines de nos analyses. À l'époque, en 2008 et en 2018, on disait que le soutien financier aux familles était significatif et important. On disait également qu'il compensait une large part des charges inhérentes à avoir des enfants. Puis, lorsqu'on faisait des comparaisons sur la scène canadienne ou sur la scène internationale, on se comparait bien. Est-ce toujours le cas 5 ans plus tard? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette présentation. Je me lance un peu dans les grands piliers de la politique familiale. Dans le fond, il y en a 4. Je vais les présenter un à la suite des autres. Mais c'est sûr qu'il y a un pilier important qui repose sur l'accès à des services de garde. Donc, le but de ça, de la politique familiale de 97, l'accès à des services de garde, c'était favoriser la participation des deux parents au marché du travail et ça se fait via les services de garde à contribution réduite et via le crédit d'impôt remboursable pour les frais de garde. Ça, là, c'est depuis le début de la politique familiale. Là, on est rendu en 2023 et force est d'admettre, c'est qu'il manque toujours de place. Et il faudrait que plus tôt que tard, on arrive à une espèce de volonté ou que chaque parent qui souhaite une place pour son enfant puisse en trouver une à un coût raisonnable. Il reste encore un peu de travail à faire de ce côté-là. Nous en sommes bien conscients. Mais c'est le premier pilier. Un deuxième pilier, c'est accès à un congé parental. Donc, l'objectif ici, il est bien évidemment de compenser les pertes de revenus, les revenus de travail qui découlent lorsque arrive la naissance ou l'adoption d'un enfant. Et depuis 2005, le régime québécois d'assurance parentale s'assure du respect de ce pilier-là de la politique familiale. Arrive un troisième pilier et qui est évidemment le soutien financier. Donc, évidemment, on cherche à voir, il y a des coûts inhérents à la charge d'enfant. Est-ce que l'État les compense adéquatement? L'objectif, c'est d'en prendre compte et le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral en prend compte via l'allocation famille du côté québécois et l'allocation canadienne pour enfants du côté d'Ottawa. Et pour boucler la boucle, dans le fond, le quatrième pilier, ce serait de la conciliation travail-famille. Et là, évidemment, vous comprenez, l'objectif, c'est donc de concilier
la participation des conjoints sur le marché du travail et les obligations professionnelles et personnelles et familiales au sein d'un ménage. Il y a eu des avancées qui ont été faites en ce sens, notamment du côté des normes de travail où on a rajouté lors de la dernière révision qui débutait au 1er janvier 2019 des jours pour prendre en compte justement des obligations de garde, de santé et d'éducation. Les 2 sur 10 jours maintenant qui est prévu dans les normes minimales de travail, les 2 premiers jours sont rémunérés. Donc, il y a eu des avancées. Est-ce que les employeurs peuvent continuer d'en faire d'autres? Assurément, dans un contexte de pénurie, sans doute que les employeurs vont être de plus sensibles à cette nouvelle ou à cette réalité. Donc, une fois que je vous ai mis ça un peu en mise en perspective, je vais maintenant essayer de vous dire quel est le plan de la présentation. Bien, évidemment, premièrement, on va vous tracer un portrait statistique de la famille québécoise. On va vous présenter nos aspects méthodologiques pour la cerner et estimer le soutien financier pour les enfants. On va faire une évaluation ou une approximation de c'est quoi le coût inhérent aux enfants. Puis, on va essayer de tracer une évolution du soutien financier, ce qui est plus généreux qu'avant. On va continuer nos comparaisons internationales et interprovinciales pour essayer de voir comment on se compare. Et on va évidemment faire diverses interactions entre la fiscalité et la famille pour voir s'il n'y a pas des zones où il y aurait des améliorations plus pressantes à faire. Puis ça va nous amener justement à faire les constats qui doivent être faits et peut-être quelques pistes de réflexion en vue d'améliorer le tout. Donc, je prends la balle au bond et je continue. Portrait statistique, en effet, la publication, ce qui est publié aujourd'hui contient une bonne part de statistiques sur la famille québécoise. C'est pas juste pour le plaisir qu'on met ces statistiques-là, c'est pour arriver à déterminer une famille qui serait dite représentative ou une famille type québécoise. Parce que bien sûr, le soutien financier, on pourrait le faire de multiples façons pour différents types de familles. Mais là, on se concentre pour essayer de construire finalement une famille type. C'est à ça que ça sert l'ensemble du portrait statistique. Je ne vous présenterai pas plein de statistiques. Ce que je vais vous dire, c'est que quel genre d'informations on est allé chercher? Bien, c'est des informations sur les caractéristiques des ménages avec enfants, bien sûr. Combien il y a d'enfants dans les ménages? Quel est leur âge? On est allé chercher beaucoup de données sur les revenus, sur la répartition des revenus entre les conjoints, etc., etc. Ce qu'on constate à l'analyse des données, notamment, c'est qu'il y a 25% des ménages québécois au Québec qui ont des enfants d'âge mineur. Grosso modo, c'est sur eux qu'on se concentre, c'est le soutien financier pour ces familles-là qu'on essaie de mesurer ici aujourd'hui ou dont on essaie d'avoir un aperçu et faire des constats. Donc, une fois qu'on a fait toutes les données, qu'est-ce qu'on en retient qui va être utile pour la suite de notre analyse? C'est que, grosso modo, les familles biparentales représentatives ont en général 2 enfants. Chacun de dans la plupart des cas, les 2 conjoints participent au marché du travail et le revenu familial de notre famille type ou médiane serait autour de 105 000 $. Pour ce qui est des familles monoparentales, ce qu'on retient, c'est que la plus souvent, elles ont un enfant d'âge mineur. Leur revenu de travail, dans leur cas, est autour de 40 000 $. Donc, le revenu médian serait autour de 40 000 $. C'est donc la base des données, ce serait donc les caractéristiques types de nos ménages représentatifs. On a fait l'ensemble des calculs dans le cahier pour la famille monoparentale et la famille biparentale. Toutefois, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, donc nos résultats qu'on va présenter aujourd'hui sont celles pour la famille biparentale, donc le couple avec enfants. Je continue avec des aspects méthodologiques, donc qui sont la base qui permettent de comprendre les résultats, comment on a calculé les résultats qu'on vous présente. Donc, on vous parle de soutien financier. C'est comment on le définit, ce soutien financier-là pour les enfants. On va calculer le revenu disponible d'un ménage qui a des enfants et on va le comparer avec le revenu disponible d'un ménage sans enfants, mais du même ménage. Prenons l'exemple d'un couple. Je prends un couple qui a des enfants et qui ont un revenu, par exemple, de 105 000 $, mon revenu représentatif.
Je vais calculer son revenu disponible, donc après ses impôts, ses cotisations sociales et les prestations qu'elle a reçues, que cette famille-là a reçues. Et je vais soustraire de ça le revenu disponible du même ménage, la même répartition, le même revenu, mais qui n'a pas d'enfant. Automatiquement, l'écart entre les deux, ce sera le soutien financier offert pour les enfants. La seule différence entre les familles, ce sont la présence des enfants. C'est ça qu'on définit comme le soutien des enfants. Donc, je vous l'ai dit, 2 familles analysées. Nos couples avec enfants ont 2 enfants, un âgé de 3 ans qui est en service de garde à contribution réduite toute l'année et un autre enfant qui est âgé de 7 ans. On va le comparer aux besoins avec un couple sans enfant. La famille monoparentale, elle a un enfant de 3 ans qu'on va comparer avec une personne vivant seule. Dans les couples, on l'a dit, les 2 conjoints travaillent, la répartition du revenu qu'on utilise le plus souvent dans l'analyse, c'est 60 pour un, 40 pour l'autre. On va calculer le soutien pour les enfants. Je vous rappelle qu'ici, je vous présente les couples pour plusieurs situations de revenus. Donc, bien sûr, le 105 000 qui est notre revenu médian, notre salaire médian, mais on va aussi regarder le soutien financier quand il n'y a aucun revenu de travail. Quand on est au salaire minimum, et dans ce cas-là, la répartition du revenu dépend du nombre d'heures travaillées. Donc, on a pris pour acquis qu'il y avait un conjoint qui travaillait 35 heures et l'autre 21 heures. On va aussi vous présenter le soutien à 70 000. Pourquoi 70 000? 70 000, c'est à peu près le seuil où on passe de contributeur net de bénéficiaire net à contributeur net. Donc, un bénéficiaire net, une famille bénéficiaire net, on la définit comment? On la définit comme étant une famille dont les prestations reçues par le gouvernement sont supérieures à ce qu'elle paye en impôts et en cotisations sociales. Donc, le seuil à peu près à 70 000, c'est qu'à 70 000 de revenus de travail, ce qu'on a comme revenu disponible est à peu près aussi de 70 000 $. Donc, ce qu'on contribue en impôts et en cotisations est égal à ce qu'on reçoit en prestations. On a aussi 2 niveaux de revenus supérieurs, 140 000 et 200 000, qui représentent en dollars d'aujourd'hui des niveaux de revenus qu'on analysait dans nos publications passées, dont Luc vous parlait un peu plus tôt. Quand on va faire l'évolution, on va recalculer aussi l'ensemble du soutien pour plusieurs années, en fait pour 3 autres années qui sont 98, la première année complète où la nouvelle politique familiale était en place, et 2008 et 2018 qui sont les années où on a déjà fait des publications. Donc, et ça donne que c'est au 10 ans, hein, ça donne plutôt bien. Donc, c'est des chiffrons, on aime ça. Et bien sûr, l'année récente qui est l'année 2022. Bien sûr, quand on compare dans le temps, on va s'assurer d'avoir un revenu comparable. Donc, on va s'assurer que les revenus, c'est des revenus qui sont en dollars d'aujourd'hui comparables. On utilisera donc le taux d'inflation de l'IPC québécois pour s'assurer de ça. Voilà pour ces aspects méthodologiques-là. Maintenant, de quelles mesures on parle quand on parle de mesures de soutien? Bien, il y en a plusieurs. Il y a des mesures qui sont spécifiques aux enfants, je ne les passerai pas toutes, mais selon l'année, elles ont changé de nom. Donc, on s'est assuré d'avoir les bonnes mesures. Il y a donc les mesures pour enfants, comme les allocations familiales. Il y a les mesures pour les frais de garde qui sont aussi très importantes. Donc, selon l'année, elles peuvent différer, mais on en tient compte dans l'analyse. Il y a aussi des mesures qui ne sont pas faites nécessairement pour les familles, juste pour les familles avec enfants, mais qui vont avoir des paramètres différents ou qui peuvent être plus généreuses lorsqu'il y a des enfants dans la famille. Donc, on va en tenir compte aussi. Bon, c'est le cas pour les familles sans revenus, on va calculer ce qu'elles reçoivent en aide sociale. On a les mesures fiscales pour les taxes, crédit TPS, crédit solidarité aujourd'hui, pour le tenant compte du logement, remboursement d'impôts fonciers, ou les mesures pour l'incitation au travail qui expliquent. Donc, c'est toutes les mesures dont on tient compte qui font faire partie du calcul du revenu disponible et donc du soutien pour les enfants. Il y a des mesures dont on ne tient pas compte. On explique bien pourquoi. Par exemple, le régime québécois d'assurance médicaments était non inclus pour différentes raisons, notamment parce que dans les études passées, dans un point de vue d'uniformité, on n'en tenait pas compte non plus. L'allocation logement n'est pas incluse. L'allocation logement, pour en tenir compte, aurait fallu poser des hypothèses sur le prix du logement. Bien sûr,
il faut savoir que cette allocation-là a été révisée dans l'année récente. Elle est plus généreuse, significativement plus généreuse et plus simple d'application qu'elle l'était dans le passé. Donc, c'est certain que pour les familles qui y ont droit, ça fait une différence. Mais comme je vous le disais, ici, on ne l'a pas incluse. Finalement, les montants ponctuels pour pallier la hausse du coût de la vie, on n'en a pas tenu compte parce que ce sont des montants ponctuels, donc ils ne resteront pas. Mais il y a aussi l'aspect que ces montants-là n'étaient pas différenciés si on avait ou non des enfants. Donc, dans notre logique de soutien qui est le revenu disponible avec enfants versus sans enfants, ces mesures-là, même si on les avait incluses, n'auraient pas fait de différence. Beaucoup d'informations sur la façon de faire. Allons voir maintenant comment techniquement le calculer. Qu'est-ce que ça donne en 2022, ce soutien-là pour les familles? Je vous redonne un exemple détaillé, toujours pour notre famille représentative médiane. Donc, dans la première colonne de chiffres, on a les résultats pour un couple avec 2 enfants et dans la deuxième colonne, pour un couple sans enfants. Je vous l'ai dit, ils ont le même revenu de travail. Dans les 2 cas, on va aller calculer les impôts pour chacune de ces situations-là. On voit qu'il y a une différence en termes d'impôts qui découle de la déduction pour frais de garde fédérale. C'est ça qui fait que l'économie d'impôts est un peu plus grande ou on paie moins d'impôts lorsqu'on a des enfants. Les cotisations sociales sont payées. On va calculer les prestations. À 105 000 le couple sans enfants n'a pas droit, ne se qualifie pas pour aucune des prestations qui sont offertes et calculées dans notre analyse. Toutefois, bien sûr, il y a les prestations pour les enfants dans le cas du couple avec 2 enfants. On a donc calculé ça, revenu du travail moins les impôts, moins les cotisations, plus les prestations. On obtient donc le revenu disponible. Et lorsqu'on compare le revenu disponible de la famille avec enfants à celui de sans enfants, on arrive à un soutien pour les enfants offert par l'État, par les gouvernements fédéral et du Québec de 9 594 $ exactement en 2022. C'est ce qu'on fait donc pour tous les niveaux de revenus et ce qu'on obtient en 2022, c'est ce portrait-là. C'est-à-dire sans revenu de travail, le soutien pour les enfants, qui est aussi dans ce cas-là le soutien minimal, est de 18 975 $. Pour les hauts salaires minimum, on est à 18 000 $. On a le 9 500 dont je viens vous parler à 105 000 et plus le revenu augmente, plus le soutien de l'État diminue. Si on avait continué longtemps comme ça, on verrait qu'il en reste toujours un soutien minimal de l'État quand on est une famille qui habite au Québec, parce qu'il y a une partie qui demeure universelle, notamment avec l'allocation famille où il y a un montant minimum. Voilà. Merci Suzy. Donc, une fois qu'on a vu quand même la générosité, on peut dire, du soutien financier associé à la présence d'enfants, l'étape suivante, c'est d'essayer de se trouver une approximation du coût d'avoir des enfants. Donc, pour voir si le soutien que Suzy vous a présenté est généreux, il faut savoir quel est le coût relatif d'avoir des enfants. Ici, dans un premier temps, nous, ce qu'on aborde, c'est le coût direct. Donc, le coût de se loger, de loger l'enfant, de nourrir l'enfant, de vêtir, ainsi que les frais de garde, tout ce qui est directement associé à la présence de l'enfant. Évidemment, on n'entre pas dans la notion de coût indirect, qui serait l'effet que ça pourrait avoir, notamment là, sur la carrière professionnelle d'un des 2 conjoints. Là. Donc, ça, on ne s'est pas pris en compte. Et aussi, vous notez, puisque je parle du coût, ce n'est pas péjoratif. Là, donc, on analyse ça sous l'angle financier, bien qu'on sait bien que tout n'est pas monétaire en lien, évidemment, avec les enfants. Il peut y avoir des choses non monétaires qui peuvent être du côté des bienfaits comme du côté des soucis. Mais nous, on se concentre du côté financier. Donc, pour regarder le coût direct des enfants à travers les travaux qu'on a faits, on a identifié 3 méthodes. La première méthode, dans le fond, ce qu'elle consiste à faire, c'est on va dans les statistiques de Statistique Canada, on prend le budget des dépenses d'un ménage non âgé sans enfant avec un ménage avec enfant. On regarde quel est le coût de dépenses de plus qu'un ménage avec enfant, quel est le nombre d'enfants. On fait le même exercice pour un célibataire versus une famille monoparentale et on ramène ça par enfant pour trouver le coût. La deuxième méthode,
consiste, dans le fond, à regarder quelle est la rétribution des familles d'accueil. Donc, on s'est dit que c'est un bon indicateur des montants versés par l'État pour subvenir aux besoins des enfants. Et enfin, la troisième méthode, en cas de rupture, au Québec, il y a un modèle québécois de fixation des pensions alimentaires. Encore une fois, c'est basé sur le nombre d'enfants et le revenu des gens. Et donc, on s'est dit que c'est une autre façon d'estimer le coût des enfants. Donc, nous, on prend ces trois méthodes-là, on brasse ça et on arrive au constat suivant. Bien, le coût des enfants augmente avec l'âge. Le coût des enfants progresse évidemment avec le revenu, même si, par contre, l'importance relative des dépenses associées aux enfants dans le revenu total sont peut-être moindres, mais de manière brute, le coût va être plus élevé. Et on a aussi, à travers les trois approches, pu constater qu'il y a des économies d'échelle. Donc, si on a 2 enfants, ça ne coûte pas 2 fois plus cher qu'en avoir un. Donc, tout ça est pris en compte. Et on arrive, une fois qu'on a dit ça, on arrive avec un coût, c'est bien important de comprendre, moyen de 12 000 lorsqu'on a un enfant par année et de 18 500 lorsqu'il y a la présence de 2 enfants au sein d'un couple. C'est vraiment des coûts moyens, mais c'est avec ça qu'on va pouvoir fonctionner. Et partant de ces coûts-là, avec les soutiens que Suzy nous a présentés précédemment, bien, il est possible de voir, essayer de voir s'il y a une certaine générosité qui apparaît dans le soutien financier des gouvernements. Ici, ce qu'on a fait pour l'illustrer, on l'a pris sur 18 années de vie. Donc, on s'intéresse, c'est comme si on avait des jumeaux, là, puis en 2022, ils avaient à la fois 0 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 17 ans. On regardait avec le système en place de 2022 tout le soutien financier qui serait reçu pour les 18 premières années de vie. Et on constate que ben, pour un ménage à 0 revenu de travail, donc indirectement sur l'aide sociale, le soutien financier cumulé pour 2 enfants sur 18 ans serait de 336 000 Au salaire minimum serait de 320 000 sur 18 ans toujours. Et on constate que pour une famille au revenu médian des familles avec enfants, on recevrait 168 000. On vous a dit, c'est 18 500 par année pour avoir 2 enfants. Donc, lorsqu'on multiplie le 18 500 par 18 ans, puis qu'on compare, ça fait 333 000, et on compare à ce qui est versé sur 18 ans, bien, on s'aperçoit qu'à 0 revenu de travail et au salaire minimum, ça couvre la totalité ou la quasi-totalité du coût moyen d'avoir des enfants sur 18 ans. Lorsqu'on s'en va voir au revenu médian des ménages avec enfants, bien, on constate que ça couvre encore 50 du coût moyen d'avoir des enfants. Donc, il y a un soutien qui est bien réel et il y a un soutien qui est significatif. Une fois qu'on a statué sur ce soutien-là qui est bien réel, l'étape suivante, c'est de dire, bien, ça a évolué de quelle manière au fil des années. Donc, on va regarder ça sur les 25 ans de la politique familiale, grosso modo. Et dans un premier temps, ici, ce que je vous présente, c'est les résultats, toujours pour un couple, donc, sans revenu de travail, donc un couple sur l'aide sociale. Ici, pour commencer, on le fait en dollars courants. Donc, l'aide qui est versée par l'État, les deux gouvernements, comme soutien financier à un couple sans revenu de travail est passé de 6 200 à près de 19 000 Donc, on pourrait dire que ça a été multiplié par 3 sur 25 ans. Mais ça, c'est avant la prise en compte de l'inflation. Évidemment, sur une longue période comme 25 ans, il faut prendre en compte l'inflation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous le présente en dollars constants de 2022, cette fois corrigé pour prendre en compte l'inflation. Et donc, on augmente la valeur relative de ce qu'on recevait en 98. On laisse inchanger 98, 2008 et 2018. On laisse inchanger le montant réel qu'on a reçu en 2022. Malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a une croissance et le gain réel en dollars constants a été à peu près multiplié par 2 depuis 1998 pour les gens sans revenu de travail. Là, on va aller voir d'autres situations. On va aller voir
un couple qui gagne l'équivalent en 2022, qui gagne 70 000 en 2022 et son équivalent dans les années passées. Encore une fois, on s'est ramené en dollars constants, mais l'équivalent de 70 000 en 1998, c'est grosso modo 44 000. Donc, on a ajusté pour avoir le bon revenu à cette époque-là et voir quel était le soutien qu'on recevait. Puis on a tout ramené ça en dollars de 2022. Et encore une fois, pour quelqu'un qui gagne 70 000, un revenu familial de 70 000, mais là, on s'aperçoit que, encore une fois, il y a croissance. Puis la multiplication, on reçoit grosso modo 2,5 fois plus en dollars constants en 2022 qu'on recevait en 1998. On refait ça pour notre couple avec enfant qui gagne grosso modo le revenu médian, donc 105 000 et on trouve son équivalent pour les années passées. Et là, on s'aperçoit, encore une fois, les montants sont plus modestes, mais la progression est plus forte. Et là, la multiplication, c'est 4 fois plus en dollars constants qu'on reçoit si on est une famille de la classe moyenne qu'on recevait 25 ans plus tôt. Donc, en gros, c'est le genre d'analyse qu'on a pu faire et l'évolution est nécessairement positive au cours des 25 dernières années. Mon micro. Donc, on a un soutien qui a augmenté avec les années. Comment on se compare maintenant? Ça reste un élément intéressant d'aller voir comment on se compare avec les autres provinces et avec d'autres pays. Je commence avec la comparaison interprovinciale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir encore une fois pour notre couple à 105 000 au Québec. Bien sûr, on va tenir compte des écarts de revenus liés au pouvoir d'achat entre les provinces. La façon dont on a procédé pour ça, c'est qu'on est allé voir le salaire moyen dans chacune des provinces. Ça nous a donné un quantum, grosso modo, versus Québec et autres provinces et le Canada en moyenne. On est allé l'appliquer pour s'assurer d'avoir un revenu qui est comparable à notre 105 000 dans chacune des provinces. Et c'est donc les chiffres, là, je ne les passerai pas en détail, mais qu'on a utilisés dans notre analyse. Une fois qu'on a ces chiffres-là, on peut aller calculer pour le couple avec 2 enfants gagnant ce revenu-là, quel est le soutien financier qui existe, quel est son revenu disponible. On compare avec le couple dans chacune des provinces qui n'a pas d'enfants et on calcule le soutien financier. Ici, on vous le présente en pourcentage du revenu brut pour avoir une mesure relative qui se tient, pas juste en dollars. Et ce qu'on remarque, c'est que l'importance du soutien financier pour les enfants au Québec est plus élevée que ce qui existe dans les autres provinces pour ce couple avec 2 enfants qui gagne un revenu équivalent à 105 000 On note qu'on n'a pas pris en compte ici des mesures pour les frais de garde. Donc, on l'a fait en plusieurs étapes. On regarde globalement le soutien sans frais de garde, sans mesure pour les frais de garde. Et donc, on se retrouve en première position et naturellement au-dessus de la moyenne des autres provinces qui est à 5,9 Grosso modo, c'est un 9 200 qu'on compare au 9 150 à 6 129 en moyenne pour les autres provinces. Donc, il y a un écart qui est significatif. Pour ce qui est des frais de garde, on sait que le budget 2021, je recommence, le budget 2021 du gouvernement fédéral a permis par la suite de conclure des ententes de financement avec les provinces pour abaisser les frais de garde un peu partout, grosso modo, pour que ça ressemble à ce qui se fait au Québec pour éventuellement avoir un service de garde qui serait autour de 10 en 2026. On n'est pas rendu là, donc ça va être intéressant de voir au cours des prochaines années à quoi ça va ressembler. Mais actuellement, ou en 2021, à quoi ça ressemblait le coût net de garde d'une province à l'autre. Clairement, c'est au Québec que le coût net de garde est le plus bas, était le plus bas en 2021. À 6,95 lorsque c'est une garderie subventionnée. Non subventionnée, c'était autour de 10 pour un tarif égal un tarif comparable d'une province à l'autre. Donc, on voit que selon les provinces, c'est beaucoup plus élevé. Si on combine un soutien financier qui est plus important pour les enfants à des frais de garde nets, on les inclut
dans notre calcul. On se retrouvera donc à un soutien financier qui, cette fois-là, tient compte aussi des frais de garde. Donc, on prend notre soutien financier, on soustrait nos frais de garde nets. On est ici à un endroit où le soutien qui reste pour les enfants est le plus élevé. Ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a plusieurs provinces pour qui actuellement, les frais de garde nets, ils sont supérieurs à ce qu'ils ont comme soutien financier pour les enfants. On a donc un chiffre qui est négatif ici. Donc ça fait partie de notre comparaison, notre positionnement à cet égard-là en termes de soutien financier, en termes de coût net de garde, est enviable parmi les provinces canadiennes, toujours pour notre famille représentative. On s'est donc posé la question, est-ce que ça reste tout le temps? Comment ça se reflète dans la vie financière ou dans la situation financière des ménages? Donc, le revenu disponible des ménages québécois, qu'est-ce qui leur reste dans leur poche une fois qu'ils ont le soutien pour les enfants? C'est ce que je vous présente dans les diapos suivantes. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on a calculé, c'est le revenu disponible. Ici, c'est d'un couple avec 2 enfants, un seul en garderie, comme on fait depuis le début. On tient compte des frais de garde. Et on voit qu'au Québec, il reste, grosso modo, 80% du revenu de travail dans les poches des contribuables. Donc, le revenu disponible. C'est l'endroit où il en reste le plus. Donc, proportionnellement, le revenu disponible est plus élevé ici quand on a 2 enfants, dont un en garderie. Maintenant, quand les enfants vieillissent et qu'ils n'ont plus besoin de service de garde, donc on a encore 2 enfants mineurs, c'est la diapo suivante, on a 2 enfants mineurs, mais qui ne vont plus en service de garde. Le soutien pour les enfants, il demeure très élevé, mais relativement en termes de ce qui reste dans les poches en termes de revenu disponible en pourcentage du revenu de travail gagné. Maintenant, le Québec se positionne en milieu de peloton. Donc, il y a des provinces où le revenu disponible est proportionnellement plus important, des provinces où il est proportionnellement moins important. On est grosso modo à la moyenne canadienne pour le Québec dans cette situation-là. Donc, encore 2 enfants mineurs, mais aucun en service de garde. On voit donc quand même toute l'importance du soutien qui est offert pour les services de garde ici quand on tient compte de l'ensemble des mesures. Finalement, les enfants vieillissent, les enfants quittent le foyer. On a un couple sans enfants, finalement, le même revenu, mais qui n'a plus d'enfants. Dans ce cas-là, on voit que le revenu disponible au Québec, c'est l'endroit où il est proportionnellement le moins grand. Ce qu'on peut se dire, si on est un couple sans enfants aujourd'hui, si on est très jeune, on peut se dire qu'on peut se consoler en se disant que quand on aura des enfants, on aura un soutien qui nous aidera. Ou si on est plus âgé, on peut se dire que nos enfants en profiteront ou on en a profité un peu dans le passé. Ici, ce qu'on voit, c'est le soutien qui est lié aux enfants. Donc, dans la base de données de l'OCDE, on a pu trouver pour un couple qui gagne 167 le salaire moyen, donc un conjoint qui gagne le salaire moyen et un autre qui en gagnerait le 2/3. Et en 2021, lorsqu'on fait à ce niveau de revenu-là pour l'ensemble des pays, on est capable de voir le soutien financier qui est lié aux enfants et on s'aperçoit que le Québec reçoit, dans le fond, offre 50 plus que la moyenne de l'OCDE, 9,7 versus 6,3 en moyenne, et qu'on est parmi les juridictions avec un soutien financier important. Si on poursuit l'analyse, puis on regarde toujours dans un contexte international avec l'OCDE et toujours au même niveau de revenu équivalent, on regarde maintenant quel est le coût net de garde une fois les coûts payés et pris en compte les mesures fiscales pour le réduire. Encore une fois, on arrive à un coût net de garde qui est moitié moindre par rapport à la moyenne de l'OCDE. Encore une fois, on se trouve en tête de peloton pour les coûts nets de garde les plus faibles. Donc, c'est important de garder ça en tête. Si j'avance, puis je regarde du côté des interactions, on sait que la Excuse-moi, fiscalité... Luc, peut-être que tu peux reprendre le contrôle du PowerPoint que tu n'as pas fait encore. C'est bon, merci. Si on revient et on regarde que la fiscalité, c'est quelque chose donc de complexe, c'est rempli de méandres, fait qu'on va essayer de voir un peu les interactions qu'il y a entre
la fiscalité et la famille et peut-être les endroits où il y a peut-être plus de choses qui pourraient être améliorées ou qu'on doit tenir compte lorsqu'on élabore, évidemment, la politique fiscale. Donc, un premier élément ici, on se fait souvent poser la question, est-ce que c'est payant pour le deuxième apporteur de revenus dans un couple de participer au marché du travail lorsqu'on a des enfants? Bon, il y a deux choses importantes à dire d'entrée de jeu. La première, c'est que la fiscalité canadienne et québécoise est progressive et que si le deuxième conjoint a des revenus plus faibles, la fiscalité va être plus favorable à ce deuxième conjoint-là. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Un deuxième élément que j'aimerais dire avant de parler plus directement des données qu'il y a dans le tableau, c'est la question de l'autonomie que procure ce deuxième revenu-là au deuxième apporteur de revenus. Là. Donc, c'est l'autonomie financière. En cas de rupture, ce deuxième conjoint-là va être plus indépendant financièrement. Et il ne faut pas se le cacher, quand on parle de deuxième apporteur, là, souvent, dans nos calculs, encore aujourd'hui, ce deuxième apporteur-là reste dans l'esprit des gens, souvent la femme ou la mère, là, dans le cas qui nous concerne. Donc, plus d'autonomie en cas de deux conjoints participent au marché du travail. Une fois qu'on a tout dit ça, long détour, lorsqu'on regarde les données, si le deuxième conjoint ne participe pas au marché du travail, on peut voir ici où le revenu familial passerait de 70 000 si les deux travaillent à 42 000 si un seul conjoint, celui qui a le revenu plus élevé, participe au marché du travail. Donc, on a une perte de 28 000 de revenus de travail, qui représente 40 du revenu familial. Mais quand on regarde la perte de revenus disponibles, on s'aperçoit que la perte est beaucoup moindre. La perte n'est que de 12,9 du revenu disponible. Et donc, ça, c'est lié avec toutes les interactions dont on parlait entre la fiscalité et l'aide de l'État, si bien que la participation du deuxième apporteur de revenus au sein du couple au marché du travail se trouve indirectement totalement imposée, taux implicite d'imposition sur ce deuxième revenu-là de 67 %. Donc, les gouvernements en sont conscients, mais ils doivent s'assurer que le gain financier soit présent lorsque les gens font un effort additionnel sur le marché du travail. Donc, il faut toujours que les gouvernements gardent ça à l'esprit. Je vous ramène une autre facette de cette même dynamique-là de famille, revenus, participation des conjoints au marché du travail. Là, ici, ce qu'on va regarder, c'est l'interrelation entre la fiscalité et la recomposition familiale. Encore une fois, avant de regarder le tableau, ce que j'aimerais vous dire, c'est dans un premier temps, la fiscalité s'adapte bien en cas de rupture. Donc, rapidement, en cas de rupture, on va ajuster les prestations à la hausse pour tenir compte finalement que c'est le revenu unique d'un conjoint qui a la charge des enfants qui doit être pris en compte pour déterminer les prestations, alors qu'auparavant, on prenait en compte le revenu des deux conjoints du ménage. Donc, ça, c'est une bonne chose. Inversement, lorsqu'il y a recomposition de ménage, lorsque la personne monoparentale se remet en couple, bien, la tierce personne, rapidement, on va prendre en compte son revenu à cette personne-là pour déterminer le soutien financier. Donc, ça se fait après 12 mois de vie commune. D'entrée de jeu, c'est clair qu'il y a des économies d'échelle à vivre en couple plutôt que vivre seul avec enfant. Donc, mais dans ce cas-là, ce qu'on constate ici, si on passe de monoparental ayant un revenu familial de 40 000, si le nouveau conjoint a un revenu familial, a un revenu individuel de 65 000, ça nous ramène grosso modo à un revenu de couple de 105 000, donc qui est le revenu médian. Supposons que c'est ça. Mais là, on s'aperçoit que l'effet sur les prestations, c'est moins 8 200 $. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'arrivée du nouveau conjoint dans la vie de la famille monoparentale entraîne des économies d'échelle à brève échéance de 8 200 $ ou sinon, est-ce qu'il participe bien aux dépenses associées au coût d'avoir des enfants? Et dans le cas où on pense que le nouveau conjoint prend part progressivement aux dépenses additionnelles relatives à l'enfant,
peut-être que le 12 mois de vie commune pourrait être extensionné. Et il y a d'autres programmes gouvernementaux que l'impôt sur le revenu. Et dans certains autres programmes gouvernementaux, la durée pour devenir conjoint de fait, c'est plus que 12 mois. Ça peut aller jusqu'à 36 mois. Et donc, les gouvernements, parce que ce n'est pas juste un enjeu québécois, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, pourraient penser à mettre en place un bouclier fiscal à la recomposition familiale où, après 12 mois, on prend en compte le tiers du revenu du nouveau conjoint. Après 2 ans, on prend en compte le 2 tiers du revenu du nouveau conjoint. Et après 3 ans, on tient compte du revenu du nouveau conjoint. C'est la même chose qu'actuellement, mais ça serait plus progressif et étalé dans le temps. Ça, c'est un exemple de changement qui peut être apporté. Je vais aller sur les frais de garde, quelques diapos. Donc là, ici, c'est la question des services de garde. Évidemment, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il faut arriver plutôt tôt que tard à l'idée que tous les parents qui se cherchent une place puissent en avoir une. Et il faut garder à l'esprit que la politique familiale associée au service de garde, bien, c'est positif pour l'économie québécoise. Donc, ça génère la participation des deux conjoints au marché du travail. Ça a des effets sur l'emploi, ça a des effets sur nos finances publiques. Mais il faut arriver à la pleine application, 25 ans plus tard, de places suffisantes pour les parents qui le souhaitent. Une fois qu'on a dit ça, devant le manque de places, le gouvernement du Québec, en 2021, a bonifié le crédit d'impôt pour frais de garde pour ceux qui n'ont pas de place dans les garderies à contribution réduite. C'est ce qui a été fait. Et dans le fond, ce qu'on constate, c'est, d'une part, ce qu'on ne voit pas sur le graphique, on a haussé le montant maximal de frais de garde par enfant. Et d'autre part, le taux du crédit a été augmenté. Et on voit que le taux minimal qui était de 26 % est maintenant de 67 %. Et lorsqu'on est dans des familles qu'on peut dire à revenus médians ou presque médians, bien là, on voit que le taux du crédit a été majoré. Tout ça en vue d'arriver à une plus grande neutralité pour ceux qui n'ont malheureusement pas de place en garderie à contribution réduite. Et ça, ici, c'est avant la bonification. Ce que je veux vous montrer, c'est l'écart de coût quotidien entre quelqu'un qui envoie son enfant dans une garderie à contribution réduite et quelqu'un qui l'envoyait en 2021 à une garderie non subventionnée et qui défrayait 40 $ par jour. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des écarts de coûts, mais c'est grosso modo moins de 5 $ entre 60 et 140 000, mais il arrive un seuil pour les revenus plus élevés où l'écart de coût pouvait être de 15 $ par jour. Puis le gouvernement il a voulu égaliser ça un peu en bonifiant, comme je viens de vous montrer, les taux du crédit. Si on regarde la ligne orangée ici, grosso modo, ce que ça nous montre, c'est qu'après la bonification, pour ceux qui ont des frais de garde moyens et qui ont un seul enfant, il y a une plus grande neutralité. Puis ce 40 $ par jour-là en 2021 bien, est passé à 41 $ par jour en 2022 et on peut dire qu'il va atteindre 43 ou qu'il atteint 43 $ en 2023. Donc, il y a une plus grande neutralité dans le cas des ménages où il y a un enfant. Je vais laisser Suzy vous détailler un peu les calculs derrière tout ça. Grosso modo, on parle de neutralité de coût net de garde. C'est quoi le coût net de garde? Bien, je vous explique un peu plus en détail comment ça fonctionne. On est donc en 2021. Dans ce cas-là, j'ai une famille qui gagne 100 000 $, un couple qui gagne 100 000 $. Elle paie donc des frais de garde. Elle a un seul enfant de 3 ans. Elle paie des frais de garde subventionnés, 8,50 $ par jour. Ça donne 2 210 $. À 40 $ par jour, on est à 10 400 $. Entrent en jeu les mesures fiscales qui ont été mises en place pour donner un coup de main, pour tenir compte des frais de garde. Au gouvernement fédéral, il existe une déduction pour frais de garde qui permet de déduire dans le revenu du conjoint qui a le revenu le plus faible jusqu'à 8 000 $ de frais de garde. Donc, ça donne cet élément-là ou cette déduction-là une économie d'impôt qui est indiquée ici selon les frais de garde déclarés de 8 000 $ dans le cas ici, et le 2 210 $ ici. La déduction pour frais de garde au fédéral permet aussi de réduire le revenu net qui est utilisé pour calculer l'allocation canadienne pour les enfants. Donc, un revenu net plus élevé, plus faible, grâce aux frais de garde déduits, va permettre de donner une
une allocation canadienne pour enfants qui va être un peu plus élevée. Et finalement, au Québec, dans le cas de garderies non subventionnées, ce qui n'est pas le cas de la garderie subventionnée, les frais de garde donnent droit au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde dont Luc vous a parlé, qui, le crédit bonifié, va donc donner 7 280 dans l'exemple qu'on donne. Ultimement, après tous ces calculs-là ou toutes ces interrelations-là, on se retrouve à un coût net de frais de garde quotidien qui est égal, peu importe ce qu'on a payé au départ. Donc, l'objectif, dans le cas où il y a un seul enfant et un seul enfant en garderie, ça fonctionne. Il reste encore qu'il y a une complexité dans les frais de garde, que là, je vais vous amener à un autre tableau qui montre qu'il y a encore des écarts qui subsistent malgré tout à cause des fonctionnements. Donc, les deux premières colonnes ici, je vais essayer de reprendre comme Luc un crayon, si j'y arrive à trouver. Donc, ici, là, ce n'est pas le crayon que j'ai pris, ce n'est pas grave. Donc, ici, c'est le cas que je viens de vous présenter. Donc, 7 et 3, 7 et 3, donc un seul enfant de 3 ans qui est en service de garde. Au centre, de quoi on parle? Ici, maintenant, notre couple a 2 enfants. Les 2 sont en service de garde. L'interaction de l'ensemble des mesures nous amène cette fois-là à un coût net qui est un peu différent, qui est un peu plus bas quand j'étais dans une garderie non subventionnée, mais qui est quand même, encore une fois, relativement comparable. Là où ça se corse un peu, c'est où il y a un écart qui s'est creusé un peu, c'est lorsque j'ai 2 enfants, j'ai le cas dont on vous parle depuis le début, un enfant de 3 ans qui est en service de garde et un enfant de 7 ans qui n'utilise pas de service de garde. Et là, je me retrouve dans ce cas-là avec une différence qui atteint à peu près 2,25 $ entre mon tarif quotidien dans les 2 cas. À cause de quoi, comment on explique ça? Ben, c'est l'interaction encore là des mesures fiscales et c'est le fonctionnement dans ce cas-là de la déduction fédérale pour frais de garde. Ce que je vous disais tantôt, c'est que pour un enfant en bas de 7 ans, la déduction permise est de 8 000 $. Pour un enfant entre 7 et 16 ans, la déduction permise, elle est de 5 000 $. Le plafond maximal pour une famille est la somme des plafonds individuels par enfant, qu'ils utilisent ou non des services de garde. Donc, au fédéral, ici, ma limite, comme j'ai 2 enfants, 3 et 7 ans, est de 13 000 $. Ici, où j'avais un seul enfant, ma limite, elle était de 8 000 $. Donc, à 8 000 $, ça me permettait une déduction de 8 000 $, même si j'avais payé 10 400. Ici, j'ai payé le même chiffre, 10 400, mais j'ai le droit de déduire l'entièreté de ça. Ça donne donc plus de déduction, plus d'économie d'impôt et un montant d'allocation canadienne pour enfants plus élevé. Donc, il y a encore des interrelations ou des effets qui seraient peut-être pas souhaités pour qui font en sorte que l'objectif d'égaliser peut être plus difficile selon la situation de famille, la répartition du revenu, le nombre d'enfants qu'on a en garderie ou pas. Donc, c'est un peu difficile juste pour le Québec de couvrir l'ensemble de ces facteurs-là. Il y a donc des arrimages ou des améliorations qui devraient peut-être encore être apportées. Une fois qu'on a dit ça, je nous ramène à nos résultats de nos familles, à nos types depuis le début. Donc, cette fois-là, on se ramène en 2022 et on regarde à quoi il ressemble le coût net de garde pour chacune de nos familles aux revenus que nous, on a considérés, donc allant du salaire minimum jusqu'à 200 000. Lorsqu'on est en garderie subventionnée, on voit que le tarif va être entre 5,60 et 7,12 quotidien, le tarif net, là, le coût net de garde par enfant. Si notre famille va au tarif neutre, plus neutre, là, je vous rappelle que j'ai un seul enfant en garderie, mais que j'ai 2 enfants, donc il y a la problématique de la déduction fédérale qui entre en ligne de compte. Là, mon coût est systématiquement inférieur si je suis en garderie non subventionnée à 40 $. Ici, je vais quand même dire que 41 $, c'est en 2022 probablement un coût qui est trop bas, qui est moins représentatif du tarif médian en garderie, qui serait probablement plus autour de 45 $. Et lorsque le tarif est de 45 $, on se retrouve dans une situation où, là, en service de garde à contribution réduite,
on est plus proche dans la comparaison des tarifs. Il y a des revenus pour lesquels ça me coûte plus cher en garderie non subventionnée et d'autres où ça coûte un petit peu moins cher en garderie subventionnée. Donc, la question des frais de garde, elle est complexe. Elle implique possiblement des recommandations, des modifications qu'on aborde dans le texte. On aborde aussi des recommandations un peu sur le crédit pour la déduction pour frais de garde. Je vais laisser Luc maintenant continuer avec ça. Bon. Justement, nous voici rendus à l'endroit où on fait peut-être quelques constats et quelques recommandations. D'abord, les constats. Parce qu'on a fait déjà une étude en 2008, en 2018, là, on a refait en 2023. Bien, le soutien financier aux familles, il était et il demeure significativement important. Il compensait, puis il compense encore une part significative des charges inhérentes à avoir des enfants. Puis on peut aussi souligner un constat général, c'est que dans les années récentes, même en tenant compte de l'inflation, il y a généralement une amélioration du soutien financier pour l'ensemble des ménages. Puis sous l'angle comparatif, qu'on se compare avec le reste du Canada ou avec les juridictions de l'OCDE, bien, on se compare bien, puis on se compare encore avantageusement bien avec les pays avec qui on veut se comparer. Donc, ça, c'est les constats. Maintenant, si on s'en va voir du côté, quelles seraient les quelques pistes de réflexion? J'en ai parlé tantôt un peu. D'entrée de jeu, le gouvernement doit s'assurer qu'il y a un gain financier lorsqu'il y a des efforts de travail additionnels. Donc, notamment lorsqu'il y a un deuxième apporteur de revenus dans un couple, il faut qu'il y ait une amélioration du revenu disponible des ménages significatif ou cohérent avec l'effort de participer au marché du travail. En plus de ça aussi on l'a mentionné, mais lorsqu'il y a recomposition familiale, je pense qu'il faut une prise, il faut au moins que les gouvernements réfléchissent à l'idée qu'il y ait une prise en compte progressive du revenu du nouveau conjoint. Donc, mettre en place une sorte de bouclier fiscal à la recomposition familiale pour que ça ne soit pas aucun revenu du nouveau conjoint si ça fait moins de 12 mois et totalement les revenus du nouveau conjoint 12 mois plus tard. Peut-être une approche plus progressive doit être explorée. Et on a aussi parlé, il y a encore un enjeu de place. Bien, tant et aussi longtemps qu'il y aura un enjeu de place, que tous les parents qui désirent une place n'en ont pas une, il faut augmenter ou transformer le nombre de places de non subventionnées en places subventionnées. Il faut faire cette transformation-là. Il faut augmenter le nombre de places jusqu'on arrive au moment où on aura un bon quantum. Ça n'a pas nécessairement été abordé dans le cadre de la présentation, mais il faut aussi accroître l'équité dans la détermination du montant maximum pour frais de garde qui est admissible selon le nombre d'enfants. Donc, actuellement, là, il n'y a pas toujours de la cohérence. Là, le montant maximal pour le premier enfant est atteint à un montant X. Le deuxième enfant, s'il n'y a pas de frais de garde, ça se termine ainsi. Mais si le deuxième enfant a des petits frais de garde, soudainement, on fusionne les deux frais et le premier peut en prendre plus que le maximum. Donc, ça, il faut soit l'empêcher, soit l'appliquer à tout le monde, mais en ce moment, ce n'est pas automatique que ça s'applique à tous. Donc, il faut juste uniformiser ou clarifier les règles du jeu là-dedans. Et on en a un peu parlé, mais du coup, en terminant, des recommandations du côté fédéral, on a à Ottawa une vieille déduction fédérale qui est archaïque, qui est basée sur le fait que le deuxième conjoint, à l'époque, allait chercher un revenu d'appoint. C'est celui-là qui est obligé, ce conjoint-là qui est obligé d'en prendre la déduction. La déduction n'a pas la même valeur selon le revenu du deuxième conjoint. Les frais de garde admissible n'ont pas été indexés depuis 2015 à Ottawa. Le montant n'est pas cohérent avec le deuxième conjoint qui travaillerait à temps plein et qui aurait besoin de frais de garde médians pour 5 jours. Donc, il faut hausser le montant des frais de garde, il faut l'indexer et idéalement, il faut transformer la déduction fédérale, un peu comme le fait le Québec il y a déjà plus de 25 ans, en crédit d'impôt remboursable qui va augmenter
la pertinence de cette mesure-là et augmenter l'équité. Donc, ça termine un peu la présentation que Suzy et moi voulions vous faire. Je vais regarder un peu dans la boîte de discussion. J'ai vu quelques questions. La première, je vais la prendre. Suzy, je ne sais pas si tu veux regarder un peu les autres, mais la première, ça concerne, est-ce qu'il y a un objectif sous-jacent à la politique familiale d'augmenter ou de soutenir ou de stimuler la fécondité? Moi, je pense que non, parce qu'il y en a déjà eu de la politique familiale au Québec qui voulait stimuler la natalité. Je pense qu'en ce moment, on veut simplement reconnaître les coûts inhérents aux enfants. Mais dans le passé, il y a déjà eu ce qu'on appelait un bébé bonus. Lorsqu'arrivait un troisième enfant, soudainement, on avait droit à un montant d'argent qui pourrait aujourd'hui nous paraître ridiculement bas, mais à l'époque, qui était significatif, là. Et ces politiques-là, la seule étude que j'ai vue qui avait été faite, est-ce que ça l'avait fonctionné? La réponse, c'était non. Ça l'avait surtout devancé. Les familles qui voulaient avoir 3 enfants avaient devancé l'arrivée du troisième de peur que le bonus au troisième disparaisse. Mais ça n'avait pas amené vraiment de famille à 2 enfants à en vouloir un troisième s'ils n'en voulaient pas un troisième, nonobstant le bonus. Donc, je pense qu'actuellement, la politique familiale qu'on a, c'est reconnaître les charges inhérentes et non pas vouloir accroître la fécondité comme telle. Et sur la base quand même où on dit qu'on reconnaît le coût des enfants, ça nuira pas nécessairement à la décision. Fait que ça peut quand même aller dans le bon sens. La deuxième question, on nous dit qu'elle est peut-être un peu hors d'ordre. Nous demande si on a réestimé l'économie du fédéral en lien avec le crédit d'impôt pour services de garde qui est plus bas en raison de nos tarifs réduits. J'imagine que ça suppose le fait que pour le gouvernement fédéral, la déduction au Québec coûte moins cher. On ne l'a pas estimé comme tel, ça faisait pas partie de l'analyse qu'on souhaitait faire ou qu'on a faite dans ce document-là, finalement. Non, tout à fait. Puis moi, je suis tout le temps. Oui, c'est vrai que compte tenu de la politique familiale, la manière qu'on a élaboré nos politiques publiques au Québec, le fédéral est gagnant dans ce type de mesures-là. Ben moi, je réponds tout le temps, c'était à nous à la faire différemment. Notre politique publique, si on voulait maximiser les retombées fédérales, ça aurait été possible d'imaginer autre chose que des garderies à contribution réduite à l'époque à 5 là. Donc, si on les mettait à 35 les garderies, puis qu'on avait le méga crédit que Québec offre actuellement, on serait capable d'aller chercher la majorité, une large part de la déduction d'Ottawa actuellement. Et le crédit étant anticipé, il n'y aurait pas d'enjeu de liquidité pour les ménages. Je pense que la difficulté du gouvernement, c'est de dire comment on expliquerait ça, qu'on passe d'une garderie CPE à faible coût à 35 mais remboursable rapidement. Mais ça serait une façon d'aller maximiser la valeur québécoise de la déduction. Puis si on est perdant dans la déduction du côté d'Ottawa à l'égard des frais de garde, bien, on est gagnant par rapport au crédit fonds de travailleurs, par exemple. Donc, c'est un exercice qui est difficile de prendre à la pièce également. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais il y a une petite question. Quelqu'un qui avait l'œil quand même à la vitesse où on passe les diapos, qui notait qu'à la diapo 46, les États-Unis semblaient offrir un meilleur soutien. Est-ce que j'ai mal compris? C'est un bon point, puis si vous allez voir dans l'étude, il y a quand même une note sous le graphique. Le soutien des États-Unis en 2021 était en effet supérieur, ce qui n'est pas commun. Dans le cas de la comparaison internationale, on tenait compte, comme l'OCDE, de certaines mesures en lien avec la COVID. Donc, les ménages, dans ce cas-là, aux États-Unis, avaient le droit à une prestation particulière COVID, ce qui faisait qu'ils ont un soutien qui est supérieur à ce niveau de revenu-là, ce qui n'était pas le cas dans les autres années si on avait choisi une autre année. Donc, c'était une particularité d'une prestation COVID ou de la méthodologie de l'OCDE aussi. C'est ça, c'est toujours le défi de nos comparaisons. Il faut prendre ce que l'OCDE nous fournit. On ne peut pas challenger pour chacun des pays, là. Donc, on prend la manière dont il recense, mais on est sujet à ces limitations-là. Donc, si on le faisait pour 2023, fort assurément que cette prestation-là ne serait pas là et que les États-Unis retomberaient au rang où ils étaient auparavant. Du moins, sous le Québec, certainement.
la présentation, juste pour terminer, oui, la présentation va être disponible. Je pense qu'on a répondu, là, et la captation vidéo de l'activité aussi. Je pense que Luc, on est rendu au mot de la fin, je te le laisse. Rendu, oui, tout à fait. On est rendu à 1 heure d'ailleurs. On a toujours Oui. un objectif de limiter ça à l'intérieur d'1 heure. Donc, tout simplement, vous remercier pour votre fidèle participation à nos événements. On l'apprécie beaucoup. On espère que c'est toujours aussi éclairant pour vous. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.